messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Et nous ouvrons ce journal par un fait de société. Il tente de se donner la mort pour une somme de 20 000 francs. La scène se déroule dans les locaux de la brigade territoriale de Bouda, dans l'arrondissement, dans le département des Bamboutos, situé dans la région de l'Ouest Cameroun. Le nommé Fopa Octave, puisqu'il s'agit de lui, était convoqué dans la brigade territoriale de Bouda pour une affaire d'escroquerie et abus de confiance par son collègue. Ce dernier a essayé de se donner la mort par pendaison non loin de ses brigades sous un arbre fruitier. Le récit des faits par le reporter Jean Gemayena et Rostandifou. C'est sous cet arbre fruitier, non loin de la brigade terre de Bouda, que ce jeune homme, menuisier de profession, a voulu se donner la mort par pendaison. En cette fin de matinée du lundi 21 décembre 2020, convoqué à la brigade pour une affaire d'abus de confiance et d'escroquerie d'une somme de 20 000 francs CFA envers son collègue menuisier, Fopa Octave, puisqu'il s'agit de lui, a commencé à présenter des signes de démence en avançant des propos discourtois, comme quoi je veux me suicider comme mon père, dont je ne reverrai plus. Et au bout de quelques minutes d'inattention, ce jeune homme de 22 ans s'est retrouvé seul sous cet avocatier avec des fils d'attache déjà accrochés sur son cou et très vite rattrapé avant son crime par le commandant de la dite brigade. Maintenant, fais l'effort, tu es changé. Les lattes, ce n'est pas les changer, les lattes. Il fallait changer les lattes. Oui, les décorations qui ça veut dire que les traverses. Oui, non, les décorations. Oui, voilà que je voulais conformer les décorations, mais il me donne, on faisait le travail. Et hier, en rentrant, les bandits m'ont agressé. Qui t'a agressé? Les bandits m'ont agressé. Les bandits? Le temps que j'ai rentré. On m'a dit, tapé. Mon tension, je ne peux même pas d'abord supporter cette influx. Il ne peut même pas supporter cette influx. Et tu trouves que la solution c'est de te suicider? Est-ce que tu es venu me voir? Est-ce que tu es venu me voir? Tu trouves que la solution c'est de te suicider? Je suis venu ici là, on m'a dit que je suis venu ici là avant de venir. Non, est-ce que tu es venu toi-même? On t'a convoqué? Non, on ne m'a pas convoqué. Il est venu chez moi pour le numéro de téléphone. Il demandait que je n'ai pas mon numéro de téléphone pour pourquoi. Il ne me met pas de main, il ne me met pas de rien. Cette énième histoire, qui s'apparente à la sorcellerie, devient de plus en plus récurrente à Bouda, dans les Bamboutos, en cette veille des fêtes de fin d'année et de nouvel an. Est-ce que quand on t'a agressé, tu es venu te plaindre à la brigade qu'on t'a agressé? Je suis venu maintenant. Attends, d'abord, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Un petit, arrête de pleurer. Quand on t'a agressé, est-ce que tu es venu à la brigade s'il y a qu'on t'a agressé? Je ne suis pas venu ici. Et pourquoi tu n'es pas venu? Une histoire qui sort de l'ordinaire et ce jeune homme, Octave Fopa, qui a eu beaucoup de chance, sauvé par les éléments de la brigade territoriale de Bouda. Un autre qui n'a pas eu de chance en cette journée du mardi 22 décembre 2020, c'est un chauffeur de camion qui a perdu la vie cette journée dans un accident de la circulation dans la ville de Konsamba, située dans le département du Mungo. Le nommé Tegia Jean-Pierre était à bord d'un camion d'une société brassicole alors qu'il venait de livrer des boissons à un grossiste lorsque le camion s'est retrouvé dans un domicile non loin de la chaussée. Les précisions de Jean Gemayena et Georges Château Nvalon dans ce reportage. Resté coincé durant des heures dans ce camion, il a fallu l'intervention musclée d'une équipe de secouristes professionnels pour extirper de cet engin le corps sans vie du chauffeur sur le volant. C'est un camion de livraison de graisse. Il est venu livrer au village Pouba. Et quand il a fini de livrer le dernier bar, le motoboy a enlevé la cale. Le camion est directement descendu en flèche et c'est venu se bloquer, comme vous voyez là. Chauffeur camion de profession dans une société brassicole, Tegia Jean-Pierre avait pourtant bien livré la boisson chez l'un des grossistes, 6 au village Pola, dans l'arrondissement de Konsamba 3e. Et c'est en voulant démarrer son véhicule pour la prochaine destination que le système de freinage du camion aurait lâché,
pour se retrouver dans cette concession familiale. Nous sommes venus livrer ici à Boula. On a un client particulier qu'on vient souvent chaque mardi matin pour lui livrer et après on retourne pour continuer la livraison. Dès lors on arrive là-bas, on commence avec la livraison. À peine de finir, moi j'ai déchargé la boisson, à peine de finir de décharger, le vendeur était en train de facturer. Une facture, dès qu'il a donc fini de facturer, il m'a appelé, Hermano, viens entrer, on part. Et entre-temps, le chauffeur avait déjà démarré le véhicule. Le temps pour moi d'aller ouvrir la portière pour voir comment la voiture décolle à vitesse. Je n'ai pas pu entrer avant de c'est ce qui m'a sauvé. Bilan sur le carreau, un mort, le chauffeur du camion. Tegia Jean-Pierre, d'importants dégâts matériels dans ce domicile et une quantité importante de la boisson gazeuse volée en éclats. Donc tu es resté derrière pendant que la voiture est partie? Oui, je suis resté derrière pendant que la voiture est partie. Et je venais doucement, petit esprit, j'arrive je demande où est le chauffeur, on me dit que le chauffeur est encore là-bas. C'est là où je passe seulement à la direction citoyenne. J'aimerais attirer l'attention du directeur général pour vraiment essayer de voir par rapport à la ville de Consamba parce que ce n'est pas la première fois. C'est moi la dernière fois, toujours ce camion-ci. Et je tire aussi le représentant de Consamba d'avoir les meilleurs véhicules pour la livraison. Et le malheur des uns faisant le bonheur des autres. L'occasion était plus qu'idoine pour les amoureux de la bière du lieu dit Montepola en Consamba d'étancher leur soif, et ce malgré les circonstances douloureuses. Tu bois la Guinness? Et tous les moyens sont bons pour se réjouir. Venons à présent dans la ville de Douala, située dans la région du littoral. Et les nouveaux greffiers militaires prennent service ce mardi 22 décembre 2020 au tribunal militaire de Douala. Ils sont une dizaine à avoir prêté serment ce jour. Probité morale, impartialité dans le travail sont les principales recommandations formulées à l'endroit. Les détails de Zobel Apolline et Patrice Foucault qui ont assisté à cette prestation de serment ce jour. Moi, Khadija Ousmane, je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de greffier et d'observer en toutes circonstances les devoirs avec honneur, la probité et la dignité qu'elle m'impose. C'est devant témoins oculaires qu'ils ont pris l'engagement solennel ce mardi 22 décembre 2020 d'être totalement au service de la justice camerounaise. Après une formation à l'École nationale de la magistrature pour certains et au centre d'instruction des spécialistes des arbitres pour d'autres, ces greffiers militaires prennent finalement fonction au tribunal militaire de Douala. Le serment est une formule consacrée qu'ils doivent scrupuleusement respecter. Alors si nous ne développons pas un peu au-delà de cette simple formule, beaucoup parmi eux ne comprendront pas et se contenteront de réciter de façon verte ce qui est écrit sans vraiment comprendre le sens. La prestation de serment de ces nouveaux greffiers militaires qui s'est faite en présence du président du dit tribunal a également été le lieu de rappeler à ces nouveaux officiers de la justice le rôle qui est le leur. Greffier militaire dans le sens de la justice militaire l'est autant que son collègue greffier de droit commun, c'est-à-dire des juridictions civiles. Ils assistent les magistrats. Voilà pourquoi le statut particulier des greffiers du corps des fonctionnaires des greffes vous dit que le greffier est tellement important que les actes posés par le magistrat sont revêtus de son sceau. Désormais à leur poste de responsabilité, ces derniers ne manquent pas de traduire leur gratitude à l'endroit du haut commandement qui a bien voulu placer sa confiance en eux. Nous sommes fiers que nos chefs nous ont d'abord acceptés pour pouvoir prêter serment ce jour. Parce que rien ne pouvait se faire sans eux. Il faut signaler. Et on espère qu'avec leur encadrement et notre dévouement, qu'on puisse respecter notre serment. Moi, je ne sais pas quoi dire, j'ai vraiment de l'émotion. Je ne m'attendais pas en entrant dans l'armée, je ne croyais pas devenir greffier un jour. Aujourd'hui, je suis greffier, je suis vraiment en joie. Les mots me manquent vraiment. Et après l'euphorie, place désormais au travail.
Et le président de la République, véritablement Père Noël pour cette fête de fin d'année, président de la République qui offre donc des dons qui sont redistribués à travers le pays aux déplacés internes des régions du nord et sud-ouest du Cameroun en pleine crise sociopolitique depuis près de 4 ans déjà. Et ce don constitué des kits barrières, denrées alimentaires, kits barrières contre la pandémie Covid-19 a été redistribué déjà hier par le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, qui va se déplacer dans toutes les régions du Cameroun où se trouvent ces déplacés internes. Et nos reporters Jean Scalibok et Mohamed Sombadeux depuis la ville de Yaoundé ont assisté à cette remise de dons. Voici le compte rendu. Les déplacés internes de la crise du nord-ouest et du sud-ouest vivant à Yaoundé ont reçu le Père Noël à leur chevet. Ils ont reçu du chef de l'État un don spécial de fête de fin d'année. Le geste de cœur à plus de 500 familles vivant à Yaoundé et repartis par arrondissement représentés par les 7 mairies ont reçu des mains de Paul Atagandi, ministre de l'administration territoriale, cette contribution du Père de la Nation et disent merci. Je voudrais donc dire un merci de cœur au chef de l'État, M. Paul Biya, et à l'UNESCO pour ce dont ils viennent de nous offrir pour donner aussi aux couches vulnérables. Nous n'avons pas grand-chose à leur dire. Nous leur promettons nos prières parce que c'est une grande joie qu'ils viennent de donner à tous ceux-là que nous encadrons et cela va faciliter notre travail à l'occasion de ces fêtes. Ça sera la grande joie. Je suis vraiment content parce qu'il a donné le matelas, le savon, l'huile, le riz et le sardine. Maintenant, on peut dormir dans une matelas bien de. On ne doit pas dormir dans une matelas qui est déjà pourrie. Comme c'est le temps de Noël comme ça, là, on va préparer une bonne chose avec. Maintenant, on va manger une bonne nourriture, on va faire le sardine, on va faire le 2 jours, on a fait beaucoup de choses avec. Merci. C'est donc constitué des denrées alimentaires, des kits sanitaires, du matériel de couchage, entre autres. De quoi faire la fête comme tout le reste de la population en cette période assez difficile. Et le MINAD qui porte le message du chef de l'État ce jour à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. C'est un don spécial du chef de l'État d'un montant de 600 millions de francs CFA. Alors c'est un grand geste du chef de l'État pour cette période de fin d'année. Le chef de l'État a pensé, en tant que père de la nation, qu'on pouvait également s'occuper, n'est-ce pas, des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous savez, ils sont un peu partout. Ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé. Donc c'est le coût d'envoi d'un vaste programme de 600 millions de francs. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 1000 bénéficiaires aujourd'hui. C'est le coût d'envoi que je donne aujourd'hui. Mais ça, c'est un geste spécial parce que nous sommes à la fin de l'année. Et le chef de l'État, en tant que père de la nation, a pensé qu'il a des enfants des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans une situation de détresse ailleurs. Donc il nous a chargé, n'est-ce pas, de porter le message de réconfort, qu'il est avec eux et qu'il est en train de mettre tout en œuvre pour que l'OCAM revienne définitivement dans les 2 régions. Et d'après les statistiques données par les gouverneurs des 2 régions, on constate que, effectivement, l'OCAM revient progressivement. Nous avons tenu 5 élections. Les élections se sont bien déroulées. Et avec les dernières élections qui donneront lieu, n'est-ce pas, ce que tout le monde attend, à savoir le statut. C'est dire que Yaoundé est juste le coup d'envoi d'une vaste tournée de distribution de ces précieux cadeaux à tous les fils et filles de la nation qui ont eu les exactions dans leur région d'origine, notamment ceux du nord-ouest et du sud-ouest. May God look now when I do work. Et le premier bureau exécutif du Conseil régional pour le compte de la région du sud-ouest Cameroun est désormais connu depuis ce mardi 22 décembre 2020. Et à l'issue de la session de plein droit tenue conformément à la législation en vigueur, ce bureau constitué de 7 personnalités sera présidé désormais dans la région du sud-ouest Cameroun par Ebongo Bakome, ancien administrateur civil principal à la retraite. D'ailleurs, ils ont pour principale mission, parlons justement des membres de ce bureau, l'épanouissement, le développement et le bien-être des populations ressortissantes de la région du sud-ouest Cameroun. Précision de Frédéric Motomé et Pélagine Nandi dans ce reportage. Le tout premier
premier président du conseil régional du sud-ouest du Cameroun est connu, Zacchaeus Bakome Elango, ici à l'image, et issu du département de la Mémé, a été plébiscité par ses pairs du conseil régional à l'issue de la toute première session de plein droit présidée par le bureau d'âge mis en place pour la cause de cette instance qui parachève le processus de décentralisation. What else can we say than to say thank you? Je tiens infiniment à vous dire merci, grand merci pour cet effort. Mon bureau et moi, nouvellement élus, nous saluons cette marque de confiance. Et à travers cette élection, nous voulons vous rassurer que nous mettrons tout en œuvre pour porter haut le développement de cette région. La priorité reste pour nous, les populations. Donc vraiment encore, merci, merci pour tout. We will go forward with the development of this region. Administrateur civil principal à la retraite, Zacchaeus Elango Bakome sera à la tête de ce bureau constitué à la fois de Chief Atem Ebako, vice-président, de Gobina Mokoko Simon à la commission économique et développement, Takan Walters en charge de l'éducation, sport, culture et développement, et Langwe Itoué chargé de la santé et développement social, avec comme secrétaire Limunga Beki Efi et Chief Photo Félix, et en qualité de questeur, le docteur Mbenchou Tazi Andrews. Une équipe avec des hommes et femmes aux profils divers et variés, sur laquelle repose désormais un certain nombre d'attentes sur le terrain. On a besoin de les routes pour tourner. On a la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie. On a d'abord la connexion de l'énergie de Limbé et présentement la connexion de Lumkumba est coupée. Et pour ça, on est permanemment dans le couple. On passe une semaine, 7 jours sans lumière à Kuba. Quand ça vient, ça ne fait même pas 2 jours, ça se coupe encore. Même quand c'est là, il y a baisse de tension parce que l'élément d'abord de Limbé est faible. Donc ça ne suffit même pas. Donc l'électricité, on ne peut pas dire qu'on a ça à Kuba. Donc ça, ce sont des choses qu'avec la décentralisation, bien sûr, on a le pouvoir, la possibilité de mettre, disons, de prendre d'abord les responsabilités, de faire nos développements nous-mêmes. Compter que, bien sûr, les 15%, pas 6,5%, que les 15% que le chef de l'État, notre père de la nation, nous avait promis, disons les communautés urbaines, les communes, qui vont avoir 15% de budget du Cameroun national pour gérer les propres affaires. L'exécutif du tout premier conseil régional du Sud-Ouest est donc connu. Reste à ces hommes et femmes de mouiller le maillot et de s'investir véritablement au développement de leur localité, mais davantage au bien-être des populations à la base pour ainsi conforter le processus de décentralisation. Dans la région du Nord Cameroun, cette élection des membres du bureau exécutif des conseils du conseil régional s'est tenue aussi ce mardi 22 décembre dans cette partie du pays, zone septentrionale. Et Alim Boukar a été consacré comme le tout premier président de ce conseil régional ainsi que le reste du bureau qui aura donc pour principale mission l'épanouissement, le développement des populations, mais surtout parachever le processus de décentralisation au Cameroun. Une fois de plus, les précisions de Frédéric Motomé, mais cette fois-ci avec Saïdou Fonsi. C'est une session de plein droit, sans véritable enjeu, qui a mobilisé les conseillers régionaux du nord du Cameroun à la salle des fêtes de Garoua ce mardi 22 décembre 2020, en présence des autorités administratives avec à leur tête Jean Abaté-Di, le gouverneur de la région du Nord, et de quelques élites. L'élection du tout premier bureau du conseil régional, tenu dans un climat de sérénité et de transparence, rend sa copie. Alim Boukar, l'unique candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, grand vainqueur du scrutin du 6 décembre dernier, est élu et devient du même coup le tout premier président du conseil régional du nord du Cameroun. Comme toute personne qui vit ce que je vis présentement, je suis ému parce que c'est trop de responsabilités, là c'est sur mes frères épaules, mais également je crois que trop d'engagement. Et ce que je peux vous dire, c'est que mes collègues et moi allons faire le maximum. J'ambitionne de faire du port de Garoua un port de plaisance. J'ambitionne
Je vais voir le port de Garoua désensablé pour que tout ce que nous avons perdu comme capacité, n'est-ce pas, agricole revenir. J'ambitionne avec mon équipe de voir les capacités agricoles du Mayo-Louti, du Mayo-Rey, les capacités touristiques du Faro exploitées à fond pour que la région du Nord soit l'une des premières de notre pays. C'est formidable. Depuis ce matin, nous sommes dans l'émotion et tout à l'heure, vous sentez comment je suis très ému. Merci d'abord. Et puis, je pense que c'est un début. C'est pas comme on gagne en football où on a une coupe et puis allez, on se met en fête. On a gagné, le travail vient de commencer pour le bien-être de la population, pour le bien-être de la région du Nord, pour son rayonnement dans le Cameroun. Et je pense que c'est le plan d'action qu'on a actuellement en vue. En plus du président, le bureau du conseil régional du nord du Cameroun sera composé ainsi que les suit. Vice-président Yaya Adama, premier vice-président Yarouda Goiranga, premier et deuxième questeur Hagmadou Abdoulaye et Atta Giuliani, premier secrétaire et deuxième Tadou Claude et Abdoulaye Bougué, tous issus des rangs du Rassemblement démocrate du peuple camerounais et venant d'ailleurs des départements de la Benue, de Rébouba, du Faro et du Mayo-Louti. Élection qui s'est tenue aussi dans la région du littoral. Retenez bien ce nom. Il s'appelle Polycap Ballon, le tout premier président du conseil régional dont l'élection a eu lieu ce jour. Il a reçu 84 voix sur 88 candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans un scrutin uninormal. Les précisions de Patine Goignan et Patrice Foucault dans ce reportage. Voici le tout premier président du conseil régional de la région du littoral. Il s'appelle Polycap Ballon. Seul candidat en liste pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il a été élu par 84 conseillers régionaux sur 88 pour 4 bulletins nuls. Je suis profondément religieux. C'est Saint Paul qui disait aux Corinthiens, toute autorité vient de Dieu. Mais Dieu n'étant plus de ce monde, comme Jésus l'a été par le passé, par la volonté de mon parti, le RDPC et son président, je nomme le président Paul Biya. Cette élection de l'équipe dirigeante du premier conseil régional du littoral s'est tenue à huis clos sous la tutelle du gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. À l'issue des élections, Evelyne Poudingolé occupe le poste de premier vice-président, suivi de Sa Majesté Paul Milomba Pebwanga, deuxième vice-président. Camille Ekindi et Rebecca Ndedi sont élus questeurs et le secrétariat du conseil régional du littoral est dévolu à Thomas Wanji et Sa Majesté Albert Etotoke. Passion totale et le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a gagné le pari du parachèvement de la mise en place des institutions de la décentralisation. La région du littoral vient de démontrer la maturité politique et démocratique que connaît, que ce soit les militants du RDPC ou bien même l'ensemble des acteurs politiques. Vous avez vu la discipline également du commandement traditionnel qui a participé dans ce jeu démocratique, eux qui sont les garants et les gardiens de la tradition. Ils sont donc 7 qui entrent dans l'histoire comme étant les tout premiers membres de l'exécutif régional du littoral, avec à leur tête Polycap Ballon. Je ne peux pas aller vers les chantiers sans remercier ceux qui m'ont fait roi. Je tiens à remercier solennellement mon parti, le RDPC, avec son président national Paul Biya, qui ont fait que ce jour, je sois le tout premier président de la région du littoral. Et pour la population du littoral, je dis un seul mot. Je prends un engagement solennel pendant ce mandat. Chaque sous-préfet du littoral pourra aller au chef de son département sur une route goudronnée. Il a fallu un peu plus de 4 heures d'horloge pour élire cette nouvelle équipe dirigeante, achevant ainsi un processus de décentralisation qui se veut bénéfique pour les communautés territoriales décentralisées.
Voilà donc l'élection des présidents des régions concernant donc ce parachèvement du processus de décentralisation au Cameroun qui a eu lieu ce mardi 22 décembre 2020. Et cette fois-ci, on va dans l'arrondissement de Lolako, dans le département du Mungo, qui vient donc de célébrer le Djomba, qui est une fête culturelle et de promotion du développement sous le thème « Peuple de Lonako, acteur de son émergence ». C'est le thème de ce festival qui s'est déroulé du 11 au 19 décembre 2020 dans cette partie du pays à la place des fêtes de l'école publique de Manengolais. Les précisions de Jean Jamayena et Chatoine Vallon dans ce reportage. C'est par cette grande parade des populations des 23 villages répartis en 2 cantons que compose l'arrondissement du Lonako dans le département du Mungo que le ton du Djomba 2020 a été donné 6 à la place des fêtes de la commune des Bonnets. Drapés dans leurs uniformes de circonstance, il s'est agi pour le peuple du Lonako, à travers ce festival, le tout premier du genre, consacré à la promotion des valeurs culturelles et du développement, de marquer un temps d'arrêt à l'effet de jeter les bases de leur émergence. Les populations du Lonako, à travers leur comité de développement, veulent s'engager tel que le prescrit le président de la République, au combat du développement, c'est-à-dire à la réduction de la pauvreté. Et nous voyons cette initiative qui vise à fédérer les fils et les filles de ce village, des 2 cantons, à se mettre ensemble pour chercher les solutions aux problèmes de développement. Il ne s'agit pas ici de célébrer une victoire ou un succès, mais il s'agit d'inscrire dans le cœur des enfants du Lonako qu'à compter d'aujourd'hui, ils doivent se préparer chaque année à se retrouver ensemble pour penser le développement de leur arrondissement. C'est une première vision, c'est quelque chose d'inédit, puisqu'on n'a pas encore vu dans le Lonako depuis que je connais le Lonako, les enfants, tous les enfants se réunir pour réfléchir ensemble dans la même direction. Par rapport à ce que j'ai vu, je crois que si nous persévérons, si nous y croyons, l'avenir est promoteur pour le Lonako, il sera radieux. Pendant toute une semaine, plusieurs articulations ont meublé le Djomba 2020, cette grande messe culturelle des peuples du Lonako qui a eu pour cadre l'esplanade de l'école publique de Manengolais. Parce qu'on voulait passer un message d'union de tous les fils et filles du Lonako autour du Djomba. Ça sera un événement annuel, c'est la toute première édition. Et comme toute première édition, on peut avoir des petites difficultés et on saura prendre note pour corriger à la prochaine édition. C'est une nouvelle qui marque un nouveau chapitre pour le canton. Comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, nous sommes en 2020, une année culturelle pour le canton. Et je pense que c'est un essai qui est pour moi, qui a réussi à moi 100%. Et j'ose croire qu'à l'avenir, on aura d'autres fêtes plus grandioses que celle-ci. Des discours prononcés au cours de ces différentes cérémonies, il ressort un seul dénominateur commun, promouvoir le vivre ensemble pour un peuple du Lonako, épris de paix et désormais acteur de son émergence. Le mouvement n'a pas de visage, n'a pas de couleur politique. Tout le monde est concerné, quelle que soit la tribu, quelle que soit la religion, dont le Coran est un lieu également de rassemblement de forces de progrès. où tous les enfants de bonne volonté doivent se retrouver pour impulser le développement dans l'unité et dans la paix. Et à tous les enfants de Lonako de faire un effort sur eux-mêmes, de prendre conscience de la nécessité de se mettre ensemble pour construire cet arrondissement qui a beaucoup bénéficié et qui a encore beaucoup bénéficié du régime. La remise des prix et distinctions honorifiques aux dignes fils et filles du Lonako qui se sont distingués durant ce festival et la visite des stands par les autorités ont marqué le clou de cette première édition du Djomba et rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.
s'intéresse à l'actualité hors de nos frontières. On prend la direction de la République centrafricaine avec les autorités administratives qui s'inquiètent de la relance économique après l'impact de la pandémie à coronavirus à travers le pays. Les précisions d'Africa 24. En Centrafrique, la mise en œuvre effective des réformes dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage a souffert d'un manque de cohérence dans les visions en raison de l'instabilité politique et sociale qui caractérise le pays depuis le début de l'année 2020. Au cours de cette période, le pays s'est engagé à promouvoir un secteur agropastoral basé sur des chaînes de valeur dynamiques à même de créer des emplois durables à travers l'entrepreneuriat des jeunes et qui contribuent à la cohésion sociale dans le pays. Relancer l'agriculture, ou à tout le moins les activités agricoles, pastorales et piscicoles dans un environnement pris en otage par la violence et l'instabilité socio-politique et une vue de l'esprit, une véritable gageure. Il devient donc très difficile pour un agriculteur uniquement avec sa houe, sa machette et sa daba sur un espace qui n'a pas été déminé d'entreprendre des activités agricoles, d'entreprendre des activités susceptibles de lui rapporter un peu d'argent dans une telle configuration. La priorité reste socio-politique. L'instabilité socio-politique chronique qui a en République centrafricaine fait que le bonheur, le bien-être collectif ou individuel ne peut être que résiduel. La solution, ça sera d'abord de déminer, ou à tout le moins on circonscrit peut-être une zone sur 100 km², on démine et on consacre ça par la suite maintenant aux activités champêtres, aux activités d'élevage, aux activités agro-sylvicoles. La Centrafrique possède d'abondantes ressources naturelles avec des conditions agroécologiques favorables à l'agriculture et à l'élevage, mais ces secteurs évoluent en dessous de ses potentiels productifs et commerciaux. Malgré cela, les autorités centrafricaines se sont attaquées à sécuriser les zones de production agropastorale et à assurer l'apurement des dettes de ce secteur. Les projets de société issus de la présidentielle en cours mis sur la réhabilitation des infrastructures dans ces secteurs et l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Il faut un gros travail, d'abord sur la reprise en main du pouvoir par les autorités, par l'ordre gouvernant qui est basé à Bangui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est 15% ou à peine 20% de territoire qu'ils ont entre les mains. Il faut d'abord récupérer une bonne partie et en même temps, par la suite maintenant, procéder au déminage. Et lorsqu'on a donc déminé, ne serait-ce qu'une partie, on peut donc circonscrire cette partie-là et la consacrer aux activités agricoles, sylvicoles, pastorales et halieutiques. Malgré son immense potentiel agropastoral, la Centrafrique n'arrive pas à assurer sa sécurité alimentaire et à stimuler son développement à partir de cette abondante dotation naturelle. Précisons que l'agriculture et l'élevage sont les secteurs porteurs de l'économie centrafricaine. Ces secteurs emploient 75% de la population active et contribuent à hauteur de 55% au produit intérieur brut. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal télévisé sur votre chaîne LTM. Retrouvez l'actualité ce mercredi dans le cadre de la matinale à 7h45. À 13h, le journal de la mi-journée présenté par Zobel Aponeni Mbong, 17h30. Le journal en langue anglaise par Belvien Andité. Rendez-vous pris ce mercredi à 19h45 pour le grand format de l'édition. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous. Dans quelques instants, l'émission politique Tout au clair présentée par Frédéric Motomé. Au revoir à tous.